Halavai, il y a la figure de la révolte, puisque en fait c'est ça l'histoire, messieurs, dames, c'est l'histoire d'un déserteur, quelqu'un qui finalement refuse de retourner au front et va vivre dans les montagnes clandestinement. Le roman se finit par le retour de Adam Halavai dans son village. Il a tout perdu. La femme qu'il a laissée a été séduite, non pas séduite, elle a été engrossée par le notaire, qui, comme par hasard, est un notaire hongrois, qui a voulu, qui a réussi d'ailleurs à l'obliger à se taire sur sa paternité, et finalement cette femme se suicide. Le notaire finira victime d'un lynchage par la population du village à l'endroit même de la rivière où la femme dont il a causé la perte s'est suicidée. Et Adam Halavai, donc ce personnage de rebelle, vient contempler le lieu où disparaît après sa femme le notaire. Donc si vous voulez, c'est un roman de la vengeance. Est-ce que l'on peut se venger? Oui, on peut se venger. Est-ce que l'on a le droit d'être content de la vengeance, de trouver une sorte de joie froide? Ce sont ces passions-là qui sont agitées, enfin pas agitées, présentées par le roman. Alors, je vais vous lire un passage du dernier chapitre qui me paraît tout à fait extraordinaire, mais je voudrais... J'ai encore 3 minutes? 1 minute, merde. Alors, je finis en disant que c'est un roman qui exploite des figures mythiques. Halavai, c'est le nouveau Janoschik, donc le personnage traditionnel du rebelle paysan, espèce de Robin des Bois, soit slovaque, soit polonais. C'est jamais très bien. Tous les personnages trouvent leur équivalent dans un système de symbolisation mythique. Par exemple, il y a un personnage de renégat, un slovaque au service des Hongrois, qui est un personnage que l'on traite de Judas. Il va même vendre une personne pour argent comptant. Et ce qui est très caractéristique, c'est que le narrateur donne ses clés de lecture. Et donc, d'une certaine façon, c'est un roman qui est relativement, qui se veut lisible. Et donc, je trouve que c'est finalement un roman que l'on pourrait considérer comme un roman populiste. Il se termine sur une scène de bacchanal. Le narrateur lui-même donne la clé à son lecteur, où on voit la population slovaque donc, de ce petit village se déverser, comment ce serait possible autrement, dans l'auberge du Juif, qui a exploité la population en la faisant boire pendant des décennies, et comment ce serait possible autrement, qui va tout casser. Alors, je vais vous donner une phrase du début du chapitre et une phrase de la fin, pour vous donner l'ambiance. La folie ce jour-là atteignit son comble dans l'auberge d'Aaron. La foule, grisée par la victoire sur les militaires, c'est la fin de la guerre, et la façon dont elle s'était vengée d'Opolitsky, c'était le notaire, s'était jetée sur la gargote comme un raz-de-marée vivant, et en moins d'un quart d'heure, toutes les portes avaient été arrachées, les vitres brisées, le portail fracassé. Le fouet vivant, c'est ça, c'est l'instrument de la vengeance, d'une juste vengeance qui s'abat sur les coupables, et le roman se finit quand même par cette expression. Donc finalement on met le feu à la baraque, naturellement. Les chevrons, formant un triangle de feu, se mirent en mouvement et décrivirent dans l'épaisseur de la fumée une vaste et triste courbe. Ce n'était plus la maison, ce n'était plus l'auberge qui brûlait, c'était un énorme, un repoussant furoncle qui se vidait de son cul après avoir si longtemps rongé la face du village. L'idée de la purification, une purification médicale, par l'expulsion,
par l'incendie de l'auberge du Juif, est quand même assez troublante. À un moment donné, le personnage du Madiaron dont j'ai parlé lance cette expression « vous voulez du nettoyage, vous aurez du nettoyage ». Et il y a quelque chose en fait d'assez effrayant dans la lecture de ce roman. Michel Chasteau, qui est un très bon traducteur, se fend d'une préface qui m'a laissé très perplexe, où il explique que le personnage Milo Urban est devenu le rédacteur en chef d'une revue fasciste de l'État slovaque malgré lui, et qu'il avait été, dans les années 50, pardonné. Je trouve qu'il y a des limites à la réhabilitation des classiques. Merci beaucoup, cher Olivier. Si je peux rebondir, poser une question à ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a un des éléments qui laisse un peu, pas perplexe, mais qui donne à réfléchir à la lecture de ce roman, c'est que d'un côté, il s'inscrit bien évidemment, et il est présenté en tant que tel en plus par Michel Chasteau, dans cette grande ligne de romans pacifistes, de la Grande Guerre, de Remarque, jusqu'au Joseph Dicklin en Pologne par exemple. Mais ceci dit, comme tu l'as présenté, il évoque un tableau quelque part manichéen, en donnant justement les clés de lecture très claires. Parce que même si l'auteur essaye d'exposer les vices, la psychologie de ces personnages, le fonctionnement quelque part le mal qui se répand dans les villages, quelque part les vrais coupables de toute cette situation sont toujours ailleurs. Il y a toujours quelque part une part, une souche ou un cadre, un fondement national, justement, même nationaliste, qui reste pur et intouchable, et tout le mal, quelque part, que ces Slovaques, ces peuples-là, ces paysans slovaques peuvent causer dans le monde, s'explique clairement par leur oppression, leur martyre, par l'élément l'autre ou l'élément étranger qui vient toujours quelque part et qui nous cause le malheur. Et ainsi, ce même roman s'inscrit dans une autre lignée des grandes œuvres, des grands ouvrages qui sont présentés dans tous les pays de l'Europe centrale, qui s'inscrit parfaitement dans la grande narration, dans les grands récits du XIXe siècle, sur la construction des nations et des nationalités modernes par la littérature. Oui, enfin, c'est vrai que ce roman finalement a fonctionné aussi comme le grand roman que la littérature slovaque avait longtemps cherché, et c'est toujours ma théorie, c'est-à-dire que le roman saisit l'esthétique de l'époque. Or, l'esthétique de l'époque que ce roman est saisi, c'est pour ça que du point de vue stylistique, c'est parfois pas mal, c'est l'expressionnisme. Et cette représentation d'un monde qui est finalement le jouet d'une lutte des dieux, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a le mythe d'un grand tohu-bohu céleste dont la guerre n'est que la projection sur la surface de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait typique de cette vision mythique du roman expressionniste. Mais cela dit, comme tu le dis, c'est au service d'une représentation de l'ipséité nationale et de l'altérité nationale qui est ce qu'elle est. Merci beaucoup, Xavier. Merci. Et j'en profite pour inviter à la table l'informatique. Qui nous parlera d'un autre classique. On pourrait dire déjà, en tout cas, un énorme ouvrage, la traduction magistrale de Martin avec la collaboration des sociologues, l'ouvrage de Peter Mandas, Histoire parallèle. Qui en français n'est fait que 1200 pages en un seul volume, et qui, à vrai dire, en hongrois, s'étend sur 3 volumes d'auteurs très très considérables. Oui, en fait, ce sont des pages. Des pages extrêmement denses. Ça fait 2500 feuilles. Ah oui, pardon. Donc, c'est un roman fleuve, pour dire, monumental, qui est paru en 2005 après 12 ans d'écriture. En français, il est paru au printemps 2012, après 5 ans de traduction.
difficile d'aborder cette œuvre, enfin d'en faire un résumé. On pourrait dire qu'il y a une pléthore de personnages, à peu près 200, que l'espace-temps se situe au XXe siècle, disons de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin. Nous oscillons entre la Hongrie, l'Allemagne, la Hollande, la France. Et si jusqu'ici, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, on pouvait dire de Nadoche que la structure romanesque ne brillait pas par une modernité échevelée. Ici, c'est tout à fait remarquable, et moi je ne connais pas d'équivalent, car il faut dire que la structure romanesque prend pour modèle le chaos. Littéralement, il s'en explique dans un bref texte que je vais vous lire, peut-être ça vous donnera une idée. Depuis, je n'arrive plus à m'ôter de la tête que la prose, en vrai domestique de la réflexion causale, s'occupe exclusivement de ce qui arrive, alors que ce qui n'arrive pas n'occupe pas moins de place dans nos vies. Ce qui n'arrive pas, en effet, quoique rien ne s'y oppose en principe, ne se manifeste pas toujours par l'absence d'un événement possible, puisque les conséquences peuvent en être aussi lourdes, aussi néfastes et irrévocables que ce qui nous arrive. D'un autre côté, quand quelque chose n'arrive pas, ce manque de quelque chose, lui, arrive. On peut même retourner la question. Lorsqu'on sent qu'il nous arrive quelque chose d'extraordinaire, sans comprendre pour autant pourquoi maintenant, pourquoi à nous, et pourquoi pas à d'autres, peut-être alors subit-on l'influence d'événements dont on ne connaît ni les acteurs ni les ressorts, telle une puissance étrangère à l'œuvre dans nos vies, ce qui signifie que les raisons profondes dépassent le cadre de ceux des liens de causalité dont on pénètre les rouages. D'impénétrables corrélations n'en font pas moins tout aussi décisives qu'on interfère à votre tour sur de parfaits inconnus qui ne savent pas davantage que penser de cette influence dans l'ensemble ou selon les cas. Au fond, les objets et les phénomènes de l'univers, loin de s'inscrire dans le seul cadre du compréhensible et de l'intelligible, lesquels tourbillonnent, simples écorces, fines membranes, entre abysses bouillonnantes et cimes intangibles, procèdent bien plus encore de l'incompréhensible et de l'inintelligible. Se proposer d'écrire des histoires, les histoires d'individus qui ne se sont jamais même rencontrés, ou ne se connaissent qu'à peine, mais dont chacun détermine fondamentalement le sort des autres. Ces corrélations secrètes et mystérieuses pourraient trouver place dans la structure close de la narration. La structure susceptible d'articuler ces récits indépendants les uns des autres ou reliés entre eux, mais toujours clos sur eux-mêmes, en viendrait à prendre pour modèle le chaos lui-même. D'un point de vue formel, cela signifie qu'en plus de jeter la structure close aux oubliettes, je devrais aussi revenir à tout ce que ce mot de chaos pouvait à l'origine vouloir signifier pour les Grecs. Sa forme nominale signifiait béance, sa forme verbale, béant sur le vide. On désignait par là les choses dont nul n'aurait su dire pourquoi, comment, en vertu de quel principe et sous l'effet de quelle force elles étaient ainsi advenues au commencement des temps. Tragique et menaçant, dénué par nature de toute question ou réponse qui soit, ce vide primitif en est venu plus tard, taraudé par le désir naïf d'une meilleure appréhension, à générer des principes plus tangibles, les ténèbres et la nuit. Chez Homère, on le rencontre déjà sous cette forme. Chez Hésiode, il ne sert plus à désigner la béance du monde, mais veut plutôt dire cosmos. Chez Ovide, la nature du chaos prend un tour franchement matériel, sous forme de masse brute, où gisent pêle-mêle, à l'aveugle, les graines ou germes de tout ce qui naîtra un jour. Ainsi, il nous balade de fragments narratifs, puis nous l'assemblant soudainement. Il y a des effets de zoom tellement développés qu'une nuit d'amour peut s'étendre sur 300 pages. Et c'est le coït le plus long de la littérature mondiale, précisément dans certains articles qu'on peut lire. Enfin, il y a un dossier de presse vraiment impressionnant, surtout en Allemagne.
L'être humain y est examiné absolument sans tabou, c'est-à-dire que les bégueules pourront aller vite s'enfuir parce qu'il y a de quoi effectivement être dégoûté. D'ailleurs, les fachos hongrois vouent ce livre au génomie quand ils ne désirent pas le brûler, car en plus, il met à nu les rouages des obsessions hongroises irrédentistes avec les nostalgies d'avant Trianon, les aspirations fascistes, eugénistes, etc. C'est un livre d'une cruauté sans pareil. Et je me souviens d'une formule d'un poète hongrois du nom de Németh Andor qui prétendait qu'en art il n'y a qu'un tort, c'est celui de s'arrêter à mi-chemin. Et je peux dire qu'ici, ce tort-là n'adopte pas, car véritablement il creuse un sillon, enfin plusieurs sillons, qui moi m'ont fasciné et qui m'ont souvent, tellement effrayé en tant que traducteur que je me retrouvais souvent complètement désarmé. Et une aventure, pour moi, traducteur, est vraiment sans pareil. Je crois qu'il n'y en a qu'une dans la vie d'un traducteur, de rencontrer une œuvre telle, d'une telle ampleur et d'une telle profondeur. Alors peut-être qu'un lecteur n'aura pas la même parce que c'est peut-être moins fort. J'aimerais, puisque le temps est très compté, vous lire un passage. C'est un rituel auquel se livre un adolescent. Vous allez voir lequel. C'est pas pour vous. Là. Oui, parce que le CNL a refusé d'abord son aide sous prétexte que ce livre était pornographique. Donc il n'y a pas que les Hongrois. Et c'est un passage qui me semble illustrer l'œuvre en elle-même comme une sorte de mise en abîme. Chemise, sandales et pantalons qu'il étalait sur le tapis de verdure, il commençait par se dévêtir, donc cet adolescent, tout en gardant son slip ou son maillot de bain. Il ne devait rigoureusement que fouler la bande humide de sable gris, nous sommes autour d'un lac, sans que ni ses talons ni ses orteils glissent dans l'eau d'un côté, ni ne frôlent de l'autre le cercle sec de sable jaune. Ses pas s'enfonçaient juste assez pour laisser des traces bien nettes. De loin en loin, il regardait, prudent, en arrière. Et le temps que dans une dernière enjambée savamment calculée, il achève le tour complet du lac, la première trace s'était presque effacée, à peine perceptible. Il devait alors remettre ses pas dans ses pas, afin que le sable humide ne les absorbe, ne les engloutisse plus si vite. Exactement, très exactement, il fallait que chacun de ses pas épouse le contour évanescent des traces antérieures, et jamais peut-être il ne tombait à côté. Pas le moindre faux pas, tant le possédait son étrange passion pour ces tours en rond sitôt faits, sitôt à refaire. Par effet de tassement, les empreintes en perpétuelle mutation ne s'estompaient plus tant au troisième tour. De plus en plus profonde à mesure que le nombre des rotations augmentait, ses contours en revanche perdaient en netteté chaque fois davantage. Ce n'était pas un jeu. Rien qu'une histoire de problèmes mathématiques à résoudre grâce au calcul. Seul lui importait l'ajustement parfait de son pied nu dans la trace antérieure, de sorte que l'imperfection de chacun de ses pas dans le sable mouillé en devenait criante, indélébile. La profondeur des empreintes entretenait un lien direct avec sa propre imperfection. Son zèle rituel l'absorbait tant qu'il ne cherchait rien d'autre au monde que la plus parfaite coïncidence possible de ses pas dans ses pas, et que plus rien ne pouvait satisfaire sa soif de perfection, sauf les éclats de lumière effleurant le miroir de l'eau, sauf le friseli de l'enceinte végétale, avec ses fourrés touffus et ses arbres immenses, ou tout ce que sa vision périphérique lui laissait entrevoir. Il devait de plus en plus fermement enfoncer ses pieds nus au creux de chaque trace, car à force, il atteignait le fond de la couche de sable, puis la vase en dessous. À la place de l'eau que la pression des pas exprimait jusque-là, la vase alors s'insinuait, visqueuse entre ses orteils, puis au creux de chaque empreinte qu'il laissait derrière lui. Dès ce moment, il les piétinait, les détruisait au passage,
D'abord, c'est qu'il creusait l'empreinte selon le tracé de surface, puis les parois de sable, à un moment vertical, s'effondraient sur elles-mêmes au fond des traces. Il ne pouvait en aucune manière couper court ou renoncer à ce cérémonial. Il en découlait une ivresse pure et froide, dont l'emprise effaçait de sa conscience toute idée de début et de fin. Les empreintes à force viraient au bourbier, d'où le pantalon qu'il ôtait au préalable afin que la souillure de la vase ne trahisse rien de son rituel secret. Prendre la décision arbitraire de sortir du cercle aurait insulté son sens de l'honneur. Il se sentait si envahi de plaisir que son dégoût, à la vue de ces remontées de bourbe entre ses orteils, de cette masse visqueuse au lourd volant de fange, participait tout autant de son sentiment exclusif que la douceur de ses premières traces en surface. Il ne pressait pas le pas, mais la gluance de la vase entravait sa marche. Or, le moindre ralentissement l'exposait à la menace d'un retour contraint dans le monde du dehors. Plus il s'approchait du sentiment de pérennité, plus il sentait ses jambes se dérober sous lui. Ainsi de suite jusqu'à s'écrouler à bout de force de fer. Merci beaucoup Marc Martin pour cette belle lecture et cette présentation. Comme le temps presse, peut-être on pourrait discuter, vous avez parfaitement répondu à pas mal des questions que je voulais vous poser, mais je voulais juste peut-être témoigner en tant que lecteur de trois petits détails. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire un ouvrage qui a exactement votre âge. Parce que, si je ne me trompe pas, il a commencé l'écriture du roman en 1985. Et c'est comme par hasard, il a été ma naissance. Et il a terminé quelque part au moment où moi, j'entrais en première année à la fac. Et même réfléchir sur cette image de 18-19 ans d'écriture, donne déjà l'idée de ce que c'est cet univers que Nadash a tenté de construire, a réussi même à construire dans son livre. Donc ceci, mais quant à la structure à Okao, une idée ou une comparaison qui m'est venue à l'esprit à la lecture de ces gigantesques textes était quand même celle d'un autre défi énorme et difficilement très éprouvant quelque part pour le lecteur, même s'il en vaut la peine, c'est Ulysse de Joyce. Sauf qu'un Ulysse, imaginez un Ulysse étendu sur 60 ans. Presque, voilà. C'est un peu ça le pari de Nadash. Encore juste deux détails. Je préfère l'homme sans qualité comme voilà. C'était un. Mais ceci dit, encore deux détails qui me sont revenus de l'interview qu'a donné Nadash lorsqu'il était, cette année ou l'année dernière, en tant qu'invité à la France Culture. Quand il tentait d'expliquer deux choses. Il parlait du non-envenu, que vous avez évoqué aussi, mais il parlait pour tenter d'expliquer les caractères, on peut l'accuser de livres, il y en a qui l'accusent de pornographie par exemple. Il revendique, et même en français, il le fait même en français, le nom du livre phallique, mais quelque part dans le meilleur sens du terme, plus loin de l'érotisme vulgaire, mais plutôt en tant qu'un gigantesque ouvrage sur l'empathie, dans le sens le plus profond du terme, dans l'interpénétration, pas forcément, pas uniquement physique quelque part, mais psychique, spirituelle, entre deux êtres et des individus perdus à différents moments, dans différentes situations dans le monde. Et ici, je pense que ce qui est plus qu'évocateur et permet de résumer son idée initiale, ce sont les trois couvertures qu'il a de l'édition originale hongroise. Trois couvertures qui sont de trois volumes respectifs qui constituent le roman. Oui, parce qu'il y a trois livres. Il y a trois livres qui sont réunis dans un seul volume en français. Ces trois couvertures dans la version hongroise sont trois radiographies de l'auteur lui-même, d'une main, du bassin et du pied des Peter Nadash. Pour la pénétration, quelque part, la vision la plus approfondie d'un être, voilà les histoires parallèles. Un dernier détail. Plon abandonne Nadash parce qu'il n'a pas fait sa marge bénéficiaire de 12%. Et j'ai cherché un autre éditeur. Ouvrage, je l'ai trouvé, c'est Le Bruit du Temps, qui reprend Nadash avec une véritable politique éditoriale et à venir sur
4-5 ans, pléthore de livres, une dizaine. Parce que l'œuvre de Nadoche est immense. Voilà. Je vais me farcir de Nadoche encore de longues années. Merci. Donc, précipitez-vous et suivez l'actualité éditoriale du Communiquant. Voilà, et on passe à tout dernier ouvrage polonais cette fois-ci, celui de Dorota Masłowska, qui, même si polonais, nous emmène loin de Pologne qui compare aux États-Unis, mais pas tout à fait, comme on verra. La parole est à vous. Merci. Alors, on est aux antipodes, hein, et quand on parle de volume et quand on parle de cette pénétration en profondeur, on va voir que là, on est dans un monde totalement différent. Alors, d'abord, quelques mots sur Dorota Masłowska pour commencer, parce que pour le public ne la connaît pas forcément. C'est une toute jeune écrivaine. Elle est née en 1983, donc plus âgée que Mateusz, on le sait maintenant. Elle commence très jeune, puisqu'elle gagne déjà en 2000 un concours proposé par le magazine Twój styl. Elle écrit des pages de son journal intime, elle gagne donc le premier prix. Et elle va publier son premier roman. Alors déjà la même année aussi, elle publie une petite nouvelle qui reste un petit peu inaperçue dans la revue Lampa. Et en 2002, l'année de son bac, elle écrit un livre en préparant ses épreuves de bac, intitulé en polonais La guerre polono-russe sous le drapeau rouge et blanc. Dans la traduction française, évidemment, ce titre ne passait pas, donc c'est Polokoptail Party. Donc ce premier livre devient un véritable phénomène, hein, publié au milieu de l'année 2002. Il connaît 4 éditions durant la première année et on fait un phénomène de Dorota Masłowska tout de suite. Les médias s'en emparent et on en fait un enfant prodige, ce qui, je pense, nuit beaucoup à cette jeune écrivaine et la dérange pas mal. Le deuxième, publié en 2004, il s'agit aussi d'un roman dans la traduction française sous le titre Tchatch ou crève. Alors on a le plaisir d'avoir l'œuvre entière de Dorota Masłowska traduite en français et quasi immédiatement, c'est-à-dire chaque fois que son livre sort, il est presque tout de suite traduit en français. Et à partir de ce deuxième roman, la plupart de ces œuvres seront traduites par Isabelle Janes-Kalinowski, dont le travail de traductrice je le salue ici. C'est dommage qu'elle ne puisse pas être là, parce que son œuvre justement cause beaucoup de problèmes aux traducteurs. Elle n'est pas épaisse, mais elle est très difficile à traduire. Pavlov est écrit par exemple sous le mode d'un opéra rap. Donc avec une prose très rythmée où on a des échanges de dialogue tout depuis le début jusqu'à la fin, et je trouve que la traductrice l'a très bien rendue aussi. Donc si son premier livre c'est un livre sur des jeunes de banlieue de Gdańsk, avec le deuxième on passe dans le milieu de showbiz et des célébrités. Ensuite, Dorota Masłowska, peut-être en prenant de l'âge, va observer d'autres milieux sociaux aussi. Elle publie également 2 pièces de théâtre, une en 2006, l'autre en 2008, les deux sont également traduits. De pauvres Romains parlant polonais, la traduction de Kinga Jukendiel, et Vive le feu, on s'entend bien, la traduction de Janes Kalinowski. Le roman qu'on présente aujourd'hui, c'est son 3e roman, longtemps attendu par le public polonais, puisqu'elle n'a pas publié de roman depuis 2005, les pièces de théâtre étant considérées un petit peu plus marginales. Alors, ce qu'il faut voir aussi, que Dorota Masłowska est vraiment la personnalité très mise en avant dans le paysage littéraire polonais, et on va s'arracher tantôt à droite, tantôt à gauche. La gauche